Bonjour à tous, merci d'assister à ce petit webinaire organisé par Satisco et IBM. Alors je vais faire très rapidement le tour de l'agenda, donc je vais bien entendu présenter qui nous sommes. Je vais parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est ce qu'on appelle la Golden Data. C'est intéressant de préciser pourquoi je parle de ça. Je vais également présenter ce qu'on entend par médiation classique, médiation dans le cloud ou hybride, et évidemment de la data virtualisation, puisque c'est le sujet principal du webinaire ici, et de l'impact que ça a sur les architectures de médiation. Et donc aussi ce que ça implique au niveau stratégique dans une entreprise de réfléchir à la data virtualisation. Ensuite, je présenterai quelques solutions avec IBM, donc que IBM a dans ce domaine-là. Alors, vous pouvez poser vos questions dans l'outil. Vous avez en dessous, vous avez les questions-réponses. Enfin, vous avez un petit outil qui permet de poser les questions. N'hésitez pas à les écrire. Je regarderai en fin de webinaire les questions et on essaiera d'y répondre du mieux possible. Voilà. Alors. Bon, d'abord pour commencer, qui sommes-nous? Donc Satisco, nous sommes une société spécialisée dans ce qu'on appelle l'intégration depuis déjà plus de 15 ans maintenant. Donc mon nom c'est Alain Cunen et je suis un des fondateurs de Satisco. Et nous sommes concentrés sur les technologies de transformation de données, mais aussi d'intégration de données dans une entreprise. Et donc ça fait 15 ans maintenant et donc nous sommes à peu près une cinquantaine de consultants experts dans ce domaine-là sur 5 pays. Le Benelux, la France, la Suisse, et nous sommes vraiment très spécialisés là-dedans. Alors sur le petit slide, je vous mets aussi que nous faisons partie d'un groupe, d'un écosystème qui s'appelle Alan Holman Associates. Donc c'est plus qu'un écosystème, c'est vraiment un groupe, donc avec un actionnaire unique sur l'ensemble des entreprises, en tout cas principal. Et cet écosystème, finalement, regroupe tout un ensemble de cabinets qui sont experts dans différents domaines. Pourquoi j'en parle ici spécifiquement dans ce webinaire? Parce que, en fait, concernant la data virtualisation, ça touche à plein de domaines de l'entreprise et nous sommes aujourd'hui en mesure, grâce aux synergies qu'il y a entre tous ces cabinets, de monter des équipes pour réaliser des projets dans ce domaine-là qui touchent à tous les niveaux. Mais j'en reparlerai également à la fin du webinaire. Alors, je suis accompagné par Laurent Godmet. Laurent, je te laisse peut-être la parole pour te présenter. Oui, bonjour à tous. Pour ma part, moi je suis commercial chez IBM dans l'entité Hybrid Cloud et particulièrement dans l'équipe partenaire. Donc je travaille avec Satisco, qui est pour nous un partenaire historique et avec lequel on travaille depuis de nombreuses années. Donc c'est à la fois, je dirais en préambule, un partenaire compétent, formé, certifié, et entre autres sur les technologies d'intégration. Voilà. Merci Laurent. Alors, voilà, donc la Golden Data, c'est un terme qui a souvent été utilisé dans la presse et dont on a beaucoup parlé. On a dit c'est l'or noir de demain. Et on parle de la Golden Data principalement dans les GAFA, les grandes entreprises, le Big Data, ceux qui exploitent vraiment les bases de données qui sont gigantesques, qui permettent d'extraire les informations pour targeter des clients, pour faire du marketing, de la promotion publicitaire, des choses comme ça. Et ce que je croise très souvent dans les entreprises, c'est qu'on ne se pose pas la question quelles sont les données dans mon entreprise à moi, à mon niveau à moi, quelle est exactement l'importance des données que j'ai dans mon entreprise, que je peux exploiter. Alors exploiter soit de manière directe pour les rendre disponibles à l'extérieur, soit exploiter de manière indirecte pour optimiser justement le business d'une entreprise. Et c'est vraiment une question extrêmement importante à se poser. Ensuite, le petit graphique vous permet de voir ce qu'on appelle la datasphère, c'est-à-dire le volume de données numériques qu'il y a aujourd'hui dans le monde au travers d'Internet et au travers de toutes les interconnexions qu'il y a entre les systèmes d'information. Aujourd'hui, en 2020, donc j'ai repris un graphique d'une étude officielle, en 2020, on est à peu près à 45 zétabytes de données. Un zétabyte, ça représente 1 milliard de terabytes. Un terabyte, tout le monde peut plus ou moins imaginer ce que c'est. Ben, imaginez 1 milliard de terabytes. Et là, aujourd'hui, on en est à 45 zétabytes de données. Dans l'ensemble de ces données, il y a une grosse partie évidemment en vidéo et en jeux, etc., qui ne nous intéresse pas. Mais la partie bleue du graphique représente le nombre de transactions qui se passent entre les entreprises. Et on voit que d'ici 5 ans, vous voyez le graphique, d'ici 5 ans,
c'est demain, 5 ans, l'expansion et le taux de croissance de ces transactions entre entreprises va littéralement exploser. On parle d'un facteur 8, d'un facteur 10 d'ici les 5 prochaines années. Et c'est logique, tout le monde se digitalise, tout le monde automatise, tout le monde fait les transactions maintenant de plus en plus rapidement. Et ce volume de transactions ne fait que exploser. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt aujourd'hui avec les systèmes qu'on a chez nous dans notre entreprise, est-ce qu'on est prêt à faire face à cette explosion du numérique et des transactions avec les moyens que j'ai à bord aujourd'hui. Donc c'est vraiment très très important d'avoir ça à l'esprit pour concevoir les outils qu'on va utiliser demain. Voilà, ça c'était un petit sujet que je voulais insister. Et donc, si on veut réfléchir à cette problématique, eh bien, on doit d'abord, la première étape, c'est d'identifier les informations que l'on a dans son entreprise et de définir une stratégie pour les exploiter. Alors, c'est un travail qui se fait au niveau business, au niveau métier, pas au niveau IT. C'est de se dire, bon, ben, vraiment de réfléchir qui a besoin de quelle information à quel moment. Est-ce que mon commercial dispose de l'information qu'il a besoin pour faire son métier directement, de manière facile, directement accessible, et pas que mon information est déjà obsolète depuis 24 heures, 48 heures, 36 heures, etc. Donc, il y a une vraie réflexion stratégique dans l'entreprise, surtout avec des entreprises qui aujourd'hui passent avec d'autres systèmes d'information, dans le cloud, on verra un peu plus tard aussi, qui demandent de la mobilité, qui demandent justement, avec la crise qu'on traverse, c'est encore plus évident maintenant, les gens ils travaillent de plusieurs endroits, les données sont vraiment décentralisées, et comment est-ce que mon entreprise va gérer tout cet aspect-là, en plus avec l'aspect évidemment protection des données, avec les réglementations qui deviennent de plus en plus strictes, comment est-ce que je peux garantir qu'une personne accède aux données qu'il a droit et qu'il ne voit pas des données qu'il n'a pas droit. Je vous cite un exemple très classique, c'est qu'on a des applications avec des utilisateurs et des droits d'utilisateurs pour accéder à ces données-là, mais les données de cette application peuvent être exploitées par des outils de reporting, des outils de data warehousing, des outils d'interrogation d'une base de données qui vont extraire ces informations, qui vont se retrouver dans d'autres systèmes d'information, et puis desquels on va sortir des rapports. Et ces rapports sont envoyés à des personnes. Comment est-ce que je peux savoir que les personnes qui vont lire mes rapports ont le droit de voir les informations qui sont dans ces rapports? Et tout ça, ce sont des problématiques qui deviennent de plus en plus complexes avec la diversité des outils, avec la diversité des architectures qu'on rencontre aujourd'hui. C'est une vraie question qu'il faut se poser maintenant dans l'état où on est aujourd'hui pour pouvoir prévoir demain comment est-ce que je vais gérer encore plus, 10 fois plus de transactions et d'informations qui vont rentrer dans mon entreprise. Donc il y a une évolution là qui est en train de se passer sur le marché au niveau des transactions et de la digitalisation, et il faut vraiment être prêt à pouvoir assurer ces transactions. Alors, la manière classique d'installer des outils, c'est ce que nous faisons chez Satisco depuis 15 ans, depuis le début. On installe des outils de transformation de données, mais on installe aussi des bus SOA, Service Oriented Architecture pour dire SOA. Donc ce sont des outils qui permettent d'interconnecter les applications entre elles, des applications internes à une entreprise ou à un groupe d'entreprises. On installe un bus, c'est beaucoup plus facile pour gérer la maintenance, pour gérer la connectivité entre les sources d'informations. On utilise aussi des outils B2B, donc pour avoir la connectivité vers toutes les entreprises externes à l'entreprise, les fournisseurs, les clients, les autorités, les contreparties, etc. On utilise ces outils-là qui sont des outils qui permettent d'avoir de multiples protocoles et de pouvoir comprendre tous les types d'informations qui arrivent de l'extérieur vers mon entreprise ou l'inverse de mon entreprise vers l'extérieur. Ça, c'est la médiation classique. Il y a encore des entreprises aujourd'hui qui n'ont pas ce genre d'outils, mais disons que chez nous, en tout cas nos clients, ils ont tous plus ou moins installé déjà des plateformes comme ça. Donc, voilà. Alors ici, ce sont des schémas sur des outils d'IBM, c'est le IBM Integration Bus et IBM Sterling B2B, mais il y a d'autres plateformes de médiation, il y a des plateformes qui sont parfois développées en interne dans une entreprise, mais voilà plus ou moins classiquement ce qu'on a déjà installé jusqu'à présent. Maintenant, l'évolution, elle est très claire. Je veux dire, 20% des entreprises étudient aujourd'hui la possibilité de décentraliser dans des clouds une partie de son infrastructure, et ça a du sens.
parce que est-ce qu'une entreprise commerciale a pour vocation de faire de la gestion de l'infrastructure, des systèmes d'information, d'avoir des serveurs, d'avoir des équipes de maintenance, de gérer l'achat, l'acquisition d'outils pour quand la transaction, quand le nombre de transactions augmente, quand j'ai besoin de plus de puissance machine, etc. Est-ce que c'est vraiment le but d'une entreprise de gérer tout ça? Et donc, de plus en plus d'entreprises se tournent vers le cloud, soit des clouds publics, soit des clouds privés, soit des situations hybrides où évidemment vous avez une partie de vos infrastructures, une partie de vos données qui sont en local, chez vous dans votre entreprise, une partie dans un cloud privé, une partie dans un cloud public, pourquoi pas. Ces architectures-là sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent une mobilité de la donnée, une mobilité des applications et aussi une scalability, donc le fait que votre puissance de calcul, votre puissance de gestion de la donnée est évolutive de manière à la demande très rapide. Et donc, comme ce sont des systèmes qui sont souples et dynamiques, ben, évidemment, ça attire de plus en plus d'entreprises. On est encore loin du compte d'avoir toutes les entreprises dans le cloud, mais c'est une tendance que l'on voit maintenant. Alors évidemment, ça pose aussi une série de questions. À partir du moment où mes applications sont décentralisées dans des clouds, ou en partie dans des clouds, à partir du moment où mes données circulent entre tous ces systèmes d'information-là, eh ben, la sécurité... Alors la sécurité en termes d'accès, ça c'est une chose, mais la sécurité en termes d'utilisation de mes données, c'est une autre chose. Comment est-ce que je peux contrôler ça? Comment est-ce que je peux m'assurer, encore une fois, que mes utilisateurs finaux ont bien le droit d'accès aux informations qu'ils vont voir? Et ça, c'est vraiment plus l'architecture est décentralisée et complexe, plus c'est difficile de mettre en place des outils pour avoir une certitude de qui utilise quelle information. Alors, c'est là que le sujet de la data virtualisation devient intéressant. Parce que, alors, qu'est-ce que la data virtualisation? Quelque part, c'est mettre entre mes sources de données et les consommateurs de mes données, de mettre une couche virtuelle. C'est un petit peu comme installer une base de données. Donc c'est vraiment ça, on crée une base de données, on crée des tables, on crée des champs, mais ce qu'il y a derrière ces champs, ce n'est pas une base de données classique comme Oracle ou autre, c'est en fait une base de données virtuelle. Et le contenu de mes champs et de mes records proviennent de différentes sources d'informations qui sont dans mon entreprise. Ça peut être des bases de données, ça peut être des fichiers plats, ça peut être des informations qu'on a été chercher sur le web, ça peut être une base de données que j'ai une contrepartie ou qui sont à disposition des bases de données publiques, je peux aller rechercher de l'information là-dedans et je peux ainsi créer une base de données virtuelle dont les informations ne sont pas dans une base de données mais restent dans des sources indépendantes. Et mes consommateurs, donc mes applications, mon reporting, mes applications mobiles, mes applications internes, ma comptabilité, toutes mes applications internes qui sont consommatrices de ces données-là, en fait, accèdent à cette base de données sans savoir nécessairement d'où proviennent ces données. Donc, c'est vraiment une couche de données virtuelles qui vous permet d'avoir une vue, évidemment, transversale sur l'ensemble de vos sources d'informations, mais qui permet aussi d'introduire des calculs complexes. Vous pouvez très bien avoir, je cite un exemple, vous créez une base de données client virtuelle, et dans votre record client, vous avez le nom, l'adresse, vous avez le signalétique client qui provient de votre base de données habituelle, et puis vous avez des champs qui vont contenir d'autres informations. Par exemple, les produits que ce client-là a achetés chez moi, ses caractéristiques d'achat, des données statistiques qui proviennent soit d'autres bases de données, soit de fichiers, soit éventuellement même, comme je le disais, de bases de données externes à l'entreprise, parce que vous faites un lien avec une autre source de données. Mais ça peut être aussi le résultat de calculs complexes. Ça peut être même le résultat de l'intelligence artificielle. Vous pouvez très bien demander que l'intelligence artificielle traite une multitude d'informations, elle va vous retourner un résultat que vous stockez dans un champ de ce record virtuel, de cette base de données virtuelle. Donc, je vous laisse imaginer l'impact que ça a dans une entreprise de pouvoir avoir comme ça une base de données virtuelle qui rassemble un ensemble d'informations. Ça vous donne, d'une part, effectivement, un reporting qui peut être beaucoup plus simple,
parce que finalement, votre reporting, c'est une table. Vous avez la possibilité de mettre à ce moment-là des règles de sécurité importantes. Vous pouvez contrôler qui accède à quoi. Vous dites tel utilisateur a accès à ces tables-là, à ces champs-là, quelle que soit la manière dont il va utiliser les données, quelles que soient les données qui viennent de n'importe quelle source, finalement, il va toujours passer par le même process d'identification et de compliance par rapport à d'autorisation en fait d'accéder à ces informations-là. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça pour garantir l'accès aux données que d'avoir des multitudes de sources d'informations qui sont disparates sur différents systèmes. Alors ça facilite aussi également la mobilité applicative parce que vous voulez remplacer une application par une autre, finalement vous prenez une autre application, vous la connectez sur cette source, sur cette base de données virtuelle, ça ne perturbe en rien les sources d'informations qui sont dans votre entreprise. De la même manière, vous décidez de modifier une base de données ou de modifier ou de rajouter des informations dans des fichiers par exemple, vous l'intégrez facilement dans la base de données virtuelle, ça ne touche absolument pas aux applications et donc vous avez une mobilité comme ça, une souplesse applicative et de maintenance qui est grandement simplifiée et qui diminue fortement les coûts de maintenance de votre infrastructure. Donc, et ça permet aussi, cette virtualisation, vous pouvez très bien imaginer la connecter avec des sources externes, comme je le disais. Vous pouvez imaginer qu'une contrepartie fait la même chose de son côté, installe de la data virtualisation de son côté et vous donne accès à des tables dans sa base de données. Vous faites le lien avec votre propre base et tout ça de manière virtuelle, simple. Je vous donne un exemple concret qu'on rencontre très souvent dans le monde bancaire et financier, par exemple la réconciliation de position titre ou de position cash. Aujourd'hui, ça marche comment? Je fais l'extraction d'un côté de mes données, de mes bases de données, et ma contrepartie m'envoie dans un fichier ses positions titres et ses positions cash. Et puis, je dois faire tourner un process, un programme qui va lire ces informations-là, qui va faire le matching des données et qui va ressortir les différences. Dans un système où vous avez de la data virtualisation, vous connectez une table sur votre table qui indique les positions titres et les positions cash, vous connectez le même enregistrement pour la même position, vous la connectez sur la source de votre contrepartie et vous avez ainsi un système de réconciliation qui est instantané, qui est 24 heures sur 24, il vous montre toutes les positions. Par exemple, en mettant un filtre sur là où il y a des différences, il vous montre en permanence les différences que vous avez avec vos contreparties. Et donc, vous n'avez plus besoin de faire tourner des batchs, de faire tourner des applications qui vont faire tous ces calculs. Vous le faites de manière interactive, immédiate. Ça, c'est un exemple qui m'est venu parce que c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Et donc, vous avez une possibilité d'application de ce procédé-là qui est quasiment infini. Alors, qu'est-ce que ça implique, évidemment comme impact dans votre entreprise et dans les systèmes d'information que vous avez dans votre entreprise? En fait, l'impact, il est énorme. Il est énorme parce qu'en fait, il faut repenser de la base, il faut repenser, comme je le disais au début de cet exposé, il faut repenser stratégiquement parlant, qui doit avoir accès à quelle information, dans quel délai. Donc il y a vraiment un esprit, il y a un état de gouvernance qu'il faut réfléchir autour de la donnée. Donc il faut vraiment se mettre en ce que j'ai appelé ici le data-centric solution. Donc il faut se mettre dans cet esprit-là de dire mon entreprise tourne autour de la donnée. Et à partir de là, qui a accès à quoi? Quel est le process chez moi pour dire mon business manager, il a besoin d'accéder à telle information le plus rapidement possible. Cette information, elle vient de où? Et comment est-ce qu'il peut l'avoir le plus rapidement possible? Mon CEO, qu'est-ce qu'il a besoin comme information? Mon Chief Security Officer, il a besoin de telle information et telle information. Et ça permet de construire la base de données virtuelle en fonction du besoin de votre entreprise. Ensuite, il faut adapter les systèmes qui existent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout reconcevoir à partir de zéro, loin s'en faut, au contraire, il faut travailler par itération, mais ça veut dire aussi que mon système d'intégration qui, avant, allait chercher une information dans une source pour la transformer et l'amener dans une autre application ou une autre base de données, celle-là, peut-être qu'elle va devoir s'adresser à une table virtuelle plutôt que d'aller chercher directement dans la source.
Il y a ici dans mon schéma une partie robotisation des process. C'est aussi, on parle beaucoup de RPA en ce moment, c'est justement l'automatisation de sources de données manuelles pour les automatiser et les transformer en bases de données. Ben, il se peut que mon intégration, qui d'habitude va chercher ces informations dans une base de données, ne fait plus ça, va dans une table virtuelle directement. Pourquoi? Parce que si par la suite ma source d'information change, si ma robotisation change, si l'information que j'ai besoin est plus qualitative dans un autre système, je n'ai qu'à changer à ce niveau-là l'intégration dans ma table virtuelle et tout le reste continue à fonctionner normalement. Et donc, la data virtualisation est une facilité au niveau de la maintenance, c'est une facilité au niveau de l'utilisation des données et le contrôle d'accès aux données, mais c'est aussi utilisé, et dans le cadre ici, Laurent parlera tout à l'heure, c'est aussi, par exemple, pour l'intelligence artificielle, un moyen vraiment fondamental de donner accès à une information qui a déjà été pré-travaillée. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que si vous balancez toutes vos données comme ça et qu'il y a n'importe quoi dans vos données, ben les résultats, ce sera n'importe quoi aussi. Donc, il y a un travail au préalable des informations et des données à faire avant de l'envoyer à l'intelligence artificielle. Et la virtualisation des données permet justement que l'intelligence artificielle se base sur une table qui est clean, qui a bien été travaillée, qui a bien été conçue par rapport au business et par rapport aux résultats que vous attendez de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une facilité aussi. Et ça permet aussi d'avoir une réponse beaucoup plus qualitative de l'intelligence artificielle. Donc, il y a plein d'applications à travailler de cette manière-là. Voilà, le webinaire ici ne suffirait pas pour donner tous les éléments qui pourraient être dits sur la data virtualisation. Alors, au niveau de la manière dont IBM a géré tout ce que je viens de vous expliquer, en fait, c'est qu'ils ont établi 5 différents packs qu'ils ont appelés des cloud packs. Alors, ça ne veut pas dire que ces cloud packs ne tournent que dans des clouds, hein, ça veut dire qu'on peut l'utiliser aussi on-premise, etc. Mais ils ont rassemblé une série d'outils. Le Cloud Pack for Application, c'est un pack qui permet de containeriser les applications dans le cloud. Donc celui-là, il est vraiment lié à du cloud. Le Cloud Pack for Data, c'est exactement ce que je viens d'expliquer sur la data virtualisation, et il y a plein d'autres options pour gérer la data et pour la qualité des données. Le Cloud Pack for Integration, ce sont tous les outils d'intégration, soit en médiation classique, soit en médiation hybride qu'on a besoin pour interconnecter tous ces systèmes entre eux. Le Cloud Pack for Automation, c'est la robotisation, c'est le change management, c'est le process, c'est le business process management, c'est tous ces outils-là qui permettent d'automatiser une série de process. Puis le Cloud Pack for Multi-Cloud, c'est pour gérer justement une entreprise qui voudrait avoir différents types de cloud, de multi-cloud. Il faut gérer évidemment toutes les relations entre ces clouds-là. Mais je vais peut-être laisser passer, je vais peut-être donner la parole à Laurent pour expliquer un petit peu plus le Cloud Pack for Data. Oui, parce que c'est vrai que là tu évoquais les cloud packs, et c'est vrai que juste pour sans dégrossir tous les sujets, parce qu'ils pourraient faire l'objet d'un webinaire séparé, mais c'est des solutions préintégrées, prêtes à l'emploi, en fait, qui permettent de viser des déploiements, quelle que soit, on va dire, la cible qu'on recherche, soit on-premise, soit un mix cloud, voire hybride cloud. Ça, c'est la tendance. À ce jour, les solutions sont plutôt on-premise, mais on commence à aller sur des solutions cloud, et puis après, on s'aperçoit qu'il faut plusieurs providers. Donc, en fait, on va avoir un mix et d'avoir des solutions hybrides cloud, et cette notion de pack prêt pour couvrir l'ensemble de ces projections sont intéressantes. Et puis même, il y a eu l'apparition d'un 6e autour d'un cloud pack sur la sécurité. Donc, si on zoome sur la partie data, en fait, qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, IBM, c'est un acteur dans la base de données depuis longtemps, et on s'est aperçu avec nos clients que pour valoriser la donnée, avec tous les travaux qui ont été menés depuis un certain temps, que en fait le business analytique, autour du business analytique, la data science et même les services de l'IA, il fallait une infrastructure de données, une plateforme unifiée, et qui soit capable d'adresser tous les sujets de bout en bout. Donc pour cela, en fait, dans cette plateforme, on propose de couvrir les différentes approches que peuvent avoir nos clients, soit pour tirer parti des services de l'IA ou de machine learning de façon plus opérationnelle,
ou soit pour aller sur l'analyse, pour tirer parti des services pour du prédictif, de ce qui va arriver, ou du prescriptif, ce qui devrait être fait, et puis également bien organiser les données, faire en sorte qu'on ait de l'information fiable. Tu en as parlé, c'est important aussi au niveau de l'analyse et de l'information qui sera sortie par l'intelligence artificielle. Il faut qu'elle soit opérationnelle. Et puis également, dans la partie, si on abordait la partie collecte, c'est fluidifier cet accès, faire en sorte qu'elle soit à la fois orientée self-service, mais aussi également qu'elle puisse travailler de façon collaborative entre les différents acteurs qui agissent sur la data. Donc, pour rappel, hein, nos infrastructures actuellement sont peut-être majoritairement on-premise, mais elles vont sur le cloud vers les solutions multi-cloud. Donc, ces cloud packs sont véritablement offerts dans cette dimension. Mais on a aussi pensé portabilité sur un autre axe, sur le côté effectivement OpenShift, sur le fait que donc du coup on puisse effectivement avoir des conteneurs et d'avoir la possibilité de les instancier très rapidement, mais aussi également intégrer des API pour une interopérabilité la plus ouverte. Et pour information, le Cloud Pak pour Data, la dernière génération, elle inclut des accélérateurs métiers en fait qui font que, on va dire, on a des éléments issus de sources, on va dire, d'éditeurs, mais aussi, on va dire, de facilitateurs pour gérer la data science pour la banque, pour la gestion de garantie, les prévisions sur la supply chain, et avoir aussi des solutions autour de la vente au détail. Donc cette notion de PAC, elle est véritablement étendue pour avoir aussi une dimension métier et des accélérateurs. Concernant la data virtualisation autour de ce pack, je dirais bien évidemment, on retrouve une multitude de connecteurs qui nous permet effectivement de répondre aux besoins et également de proposer de la transcodification, faire en sorte que la donnée soit évidemment traduite dans les différentes langues que l'on supporte à travers le monde. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est qu'autour de cette plateforme, on est sur une approche constellation, à la différence d'autres approches qui pourraient être de fédération. Donc techniquement, la constellation permet de faire du parallélisme sur les requêtes, avoir de meilleures performances et d'avoir une optimisation quand on fait de l'interrogation d'informations. Et puis, comme je l'ai évoqué, on peut imaginer effectivement que cette valorisation de la donnée, elle soit effectivement poussée vers différents acteurs, différents consommateurs, donc qu'ils soient dans le cloud ou on-premise. Donc il faut qu'elle soit au plus près de la donnée. Donc il faut que j'ai cette agilité dans mon architecture. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'elle est modulaire, c'est-à-dire qu'elle est basée sur la consommation des services que j'ai déployés et je peux instancier rapidement ces éléments. Donc voilà, je te laisse la parole pour continuer et puis on verra peut-être à renforcer certains messages. Merci Laurent. Alors évidemment, je reviens aussi sur les solutions et sur les méthodologies. C'est que évidemment, il ne faut pas penser data virtualisation comme étant un gros projet Big Bang qui va prendre 3 ans pour l'implémentation. C'est pas du tout comme ça qu'on implémente un projet de data virtualisation. Au contraire, l'idée c'est de travailler par petits cycles, un sprint, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ça dépend de l'ampleur du projet, mais en réfléchissant chaque fois, quelle est ma stratégie data? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi mon ROI que je peux aller chercher immédiatement? Quelle est la gouvernance que je dois faire sur ces données? C'est quoi ma stratégie en termes de sécurité, en termes de réglementation? Comment est-ce que je peux planifier ce projet-là? Donc ce sont vraiment des premières questions. Et ensuite, à ce moment-là, on implémente la data virtualisation, on commence à réfléchir à la structuration de ma base de données virtuelle et de comment je vais l'alimenter et qui va être consommateur. Ensuite, on regarde les process internes et les flux qui existent déjà aujourd'hui dans l'entreprise pour transférer les informations d'un endroit à l'autre et on l'adapte aux besoins métiers, business qu'on a pu mettre en avant grâce à la data virtualisation. Donc on doit vraiment partir du métier et revenir sur la remise en question des flux et de l'IT, de l'architecture qu'on a remis en place pendant toutes ces années, pendant toutes ces décennies. C'est important de repartir du métier de manière à ce qu'on reconçoive, comme je le disais, son business en étant data-centric.
C'est vraiment ça l'esprit. Et ça, on ne peut pas le faire en one shot et en big bang. On doit vraiment le faire par cycle, par itération. Et on va choisir évidemment ce qui est le plus profitable avec les plus gros ROI. On a un client en ce moment qui est en train de faire cette étape-là, un gros client bancaire qui est en train de faire ça, qui est en train de reconcevoir petit à petit ces interfaces et la manière dont les données sont gérées, surtout parce qu'il y a un Chief Data Officer qui est vraiment très actif dans l'entreprise et qui veut vraiment mettre en place la sécurité, la sécurisation de l'utilisation des données. Et bon, dans ce milieu-là, c'est très important de pouvoir garantir ça. Et donc, voilà. Et petit à petit, ça fait déjà la deuxième ou troisième application qui sont en train de modifier pour se baser sur de la virtualisation de données. Donc, c'est vraiment, je veux dire, il faut changer un petit peu le paradigme et la manière de penser au flux d'informations dans son entreprise. Donc c'est vraiment très intéressant comme projet parce que on doit repartir à la base qui est le business, le métier de l'entreprise. Alors, dernier petit slide avant de passer aux questions-réponses, c'est que voilà, donc comme je l'expliquais au tout début, donc Satisco, on fait partie d'un écosystème et aujourd'hui, on a la capacité de monter des équipes qui peuvent vous accompagner dans la stratégie de votre entreprise, qui peut avoir vraiment un dialogue avec votre CEO, avec vraiment les gens qui vont réfléchir à la stratégie future de l'entreprise. On peut vous accompagner dans tout ce qui est législation, dans tout ce qui est process, automatiser les processus, vous accompagner dans le project management, vous accompagner dans le change management, parce qu'évidemment, tout ça implique aussi des changements de comportement, des changements d'utilisation des données. Donc il y a beaucoup d'études à faire. Satisco ne fait pas ces études-là, mais nous sommes en relation avec nos sociétés sœurs où nous avons déjà mis ensemble toutes ces questions-là et on est capable aujourd'hui d'avoir les bonnes personnes pour faire tout ce métier-là. Et ensuite, il y a à ce moment-là la partie technique, l'implémentation et tout ça où évidemment Satisco est en première ligne. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Laurent si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet-là, si vous avez envie d'avoir des conseils, de discuter ensemble de vos projets et de vos enjeux parce que nous sommes en mesure d'y répondre. Vous allez avoir la possibilité de télécharger la présentation que je viens de faire. Et vous avez également nos coordonnées ici sur le dernier slide. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez aller plus loin et qu'on discute ensemble de vos projets. Voilà, alors je vais regarder maintenant les questions qui ont été posées. Il y a quand même quelques questions qui ont été posées. Laurent, je pense que ça va être une question pour toi, ça. Il y a une question, c'est est-ce que le Cloud for Data intègre l'intelligence artificielle pour l'analyse? Oui, totalement. Ouais, en fait, c'est bien l'objet de ce Cloud Pack. En fait, ça inclut à la fois de l'intelligence artificielle, des notions d'intelligence artificielle, comme je le disais, pour du prédictif et du prescriptif. Si on devait le décrire un peu, ça inclut des jeux de données, des modèles de machine learning préconstruits, des exemples avec des tableaux de bord. Ça vient aider nos clients à résoudre des problèmes métiers, soit spécifiques, telles que la prévention de fraude aux cartes de crédit dans le secteur bancaire, ou avec du machine learning et des accélérateurs dans le domaine portent aussi sur des services d'apprentissage pour surveiller les workloads et faire en sorte qu'on ait à la fois des éléments pour mieux entraîner les données, mais les modèles, et faire en sorte qu'on ait des jeux qui soient fiable et sur lequel on peut se baser pour faire nos informations. Donc c'est véritablement une plateforme totalement cohérente dans toutes les dimensions. Et ces services, c'est véritablement là, ils peuvent être consommés à façon et progressivement. Merci Laurent. Là, je vois qu'il y a une autre question qui est plus pour moi. Est-ce qu'on peut installer la data virtualisation sans avoir à repenser son existant en intégration? Alors, je vais dire oui et non, c'est-à-dire que oui, effectivement, on peut installer la data virtualisation et ne pas du tout revoir les flux habituels qu'on a développés, juste pour pouvoir mettre par exemple à disposition de l'information comme je dis, à des commerciaux. Je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple de mon client qui a commencé par ça, en fait, de donner de l'information directement aux commerciaux. Et donc oui, effectivement, on peut faire ça. Techniquement parlant, ça ne pose aucun problème. Par contre,
je pense que tôt ou tard, il faudra repenser quand même l'architecture d'intégration en dessous, parce que si vous avez un système qui se développe à côté avec de la virtualisation qui se base sur des sources de données et que vous avez de l'intégration qui ne tient pas compte de ça, finalement, vous perdez l'avantage aussi de faire de la data virtualisation sur le contrôle de la data. Donc, voilà, donc techniquement parlant, oui. Maintenant, conceptuellement parlant, moi, je ferai les deux. Maintenant, pour avoir des quick wins et du ROI rapide, évidemment qu'on commence comme ça, on installe l'ADV et puis on fait directement ce qui peut rapporter directement des avantages. Là, je vois une question qui peut être pour moi, c'est peut-on installer le Cloud Pak sur n'importe quel cloud directement comme Azure sans passer par le cloud IBM? Tout à fait. En fait, le Cloud Pak est véritablement dans la dimension avec les conteneurs OpenShift disponibles sur n'importe quel environnement cloud. Et il n'y a pas de point de passage vers le cloud, si je comprends IBM. Non, c'est directement, effectivement, on peut le déployer. L'avantage, c'est que effectivement aujourd'hui, je suis peut-être sur une plateforme XY, un Azure ou un autre, mais je vais pouvoir manipuler sur sur ces différentes plateformes l'ensemble de mes workloads à façon et directement. Donc Azure. Voilà, alors il y a une autre question, mais je pense que j'ai déjà répondu. Pourrait-on imaginer que la data virtualisation pourrait se faire en dehors de l'intégration? Voilà, c'est un peu ce que je disais. Techniquement oui, mais conceptuellement peut-être pas. Et puis il y a encore une question ici. Si on a une plateforme d'intégration autre qu'IBM, est-ce que je peux utiliser le Cloud Pak for Data d'IBM? Bien sûr. Parce que ça ne pose aucun problème. Enfin, tu me confirmes, hein, Laurent, c'est totalement indépendant. Justement, IBM s'est ouvert, je trouve, depuis ces dernières années, s'est ouvert complètement sur le monde extérieur, puisque les outils d'IBM peuvent tourner sur n'importe quel cloud, hein, tu en as parlé. Et puis avec l'acquisition de Red Hat, je pense que ça a changé aussi beaucoup au niveau stratégique en termes de technologie. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, on a fait un petit peu le tour. En tout cas, je voulais que ce webinaire soit court pour pas mobiliser trop de temps. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez d'autres questions et si vous voulez qu'on fasse qu'on réponde à vos questions, mais aussi qu'on voit ensemble si vous avez des projets ou des enjeux dans les années qui viennent. Vos remarques me sont vraiment très 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 précieuses. Si vous pouvez m'envoyer un mail en disant est-ce que vous avez déjà pensé à la data virtualisation? Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà entendu parler? Est-ce que vous étudiez aujourd'hui des possibilités, des solutions? Tout ça, ça nous intéresse évidemment fortement. Je pense que sur le marché, ça reste un sujet très nouveau et donc on est à peine dans le mouvement du Cloud Pak aujourd'hui. Donc je pense que la data virtualisation n'est pas encore généralisée, mais c'est un sujet qui pour moi est essentiel pour l'avenir. Donc vos réactions sont évidemment les bienvenues. Laurent, si tu veux dire un petit mot de clôture. Non, mais je pense que ça a été clair et concis. Je pense que c'est le plus important et de prendre contact, c'est avec nos coordonnées. N'hésitez pas, c'est effectivement la source de nouvelles idées et de projets. Très bien, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Ce ne sera pas le dernier, j'en aurai d'autres sur d'autres sujets, parfois des sujets plus généraux, parfois des sujets plus détaillés, mais voilà, c'est le début d'une série, c'est le deuxième qu'on fait aujourd'hui en collaboration avec IBM, et il y en aura d'autres par la suite. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.